Bien, bonsoir à tous. Merci pour vos inscriptions nombreuses et bienvenue sur la chaîne YouTube de Primo pour ce webinaire consacré au bon usage des antibiotiques lors de la prise en charge des infections urinaires en médecine de ville et en EHPAD. Ce webinaire sera animé par deux médecins généralistes du réseau Grive Occitanie que l'on a le plaisir d'accueillir ce soir, le docteur Émilienne Savry et le docteur Bruno Daubin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Antoine Asquier, je travaille au CHU de Nantes dans une activité partagée entre le service de maladies infectieuses et le CPS des Pays de la Loire au sein de la mission Primo de Santé publique France. Alors avant de commencer ce webinaire, je voulais juste brièvement présenter la mission Primo pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Alors la mission Primo, c'est l'une des 5 missions nationales affectées en 2018 par Santé publique France à différents CPIAS. Elle est portée par le CPIAS des Pays de la Loire sous la responsabilité du docteur Gabriel Birgan. Et elle est chargée de la surveillance et de la prévention de l'antibiorésistance en secteur de ville et en établissement médico-social, donc notamment les EHPAD. Alors sur le nouveau site de Primo, à l'adresse antibiorésistance.fr, vous retrouverez les 3 axes de la mission, c'est-à-dire 1, la surveillance de la résistance aux antibiotiques, 2, la prévention de la résistance aux antibiotiques, et 3, la prévention des infections associées aux soins. Alors pour le premier volet, la surveillance de l'antibiorésistance, vous avez accès sur notre site à l'ensemble des données de Medcalville, alors que vous connaissez déjà peut-être, puisque Medcalville collecte les données de plus de 1000 laboratoires de ville du territoire français avec près de 500 000 antibiogrammes par an. Et grâce à cela, vous pouvez connaître votre écologie locale et la mettre en perspective avec les données d'antibiorésistance au niveau régional, national. Pour ça, en fait, il vous suffit de sélectionner votre territoire d'intérêt, une bactérie, un antibiotique, et vous accédez à des cartes interactives qui vous donnent les sensibilités précises de tel ou tel antibiotique à telle ou telle bactérie. Vous pouvez même affiner votre recherche sur le site anatomique de prélèvement, l'âge, le sexe des patients, le secteur de ville ou les EHPAD. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même aller un peu plus loin et créer des graphiques qui vous montrent l'évolution des sensibilités bactériennes au cours du temps. Alors en ce qui concerne le deuxième volet, la prévention d'antibiorésistance, vous trouverez sur notre site recensé bon nombre de liens vers les principaux outils de bon usage des antibiotiques. Vous avez également accès aux webinaires et aux formations en lien avec le bon usage des antibiotiques. Donc on essaie d'organiser des webinaires comme celui-ci environ 2 fois par an. Et pour les formations, on collabore notamment avec ePréventimage, qui est une formation continue d'EPC en ligne pour les médecins généralistes qui est organisée par le CPS de Nouvelle-Aquitaine. On a aussi une mission d'appui auprès des centres régionaux en antibiothérapie. Et on est actuellement en train de mettre au point une carte qui permet aux intéressés de récupérer facilement les coordonnées de leur CRATB de proximité. Et pour terminer, le troisième volet de notre site, donc la prévention des infections associées aux soins. Là, vous pouvez avoir de nombreuses informations pour la prise en charge et le signalement des épidémies, que ce soit la grippe, la Covid-19, les TIAC, les diarrhées à Clostridium difficile, les BMR, les BHR. Et enfin, sujet d'actualité, pour les professionnels de santé qui travaillent en établissement médico-social, en EHPAD, Primo a mis au point notamment des notes d'information pour les équipements de protection individuelle en contexte de Covid-19. Et plus récemment, une checklist gestion d'épidémie Covid en EHPAD qui permet, on l'espère, d'épauler les praticiens dans ces situations pas faciles. Voilà, donc je ne vais pas faire attendre plus longtemps nos 2 animateurs. Je laisse tout de suite la parole au docteur Émilienne Savry et au docteur Bruno Daubin. Alors, au cours de la présentation, il y aura donc des cas cliniques interactifs auxquels vous pourrez répondre via le chat YouTube en vous connectant avec votre compte Google. Et puis, pour toute autre interrogation ou remarque, n'hésitez pas à réagir donc sur le chat et j'essaierai de relayer vos questions en fin de présentation. Voilà, on essaiera aussi de traiter les questions qui nous ont été posées par mail en amont du webinaire. Voilà, donc maintenant je laisse la parole à nos 2 invités. Donc, qui est-ce qui a l'honneur de commencer? Merci au docteur Antoine Asquier-Cathy de nous avoir sollicité, d'avoir sollicité le réseau Grive. Hein. Donc, pour le présenter rapidement, le réseau Grive d'abord est terminé, puisque c'est une expérience qui est allée de 2015 à 2020 dans les suites de toutes ces actions qui ont été mises en place après le rapport Carlet qui est un état des lieux de l'antibiorésistance. C'est un réseau de médecins généralistes, donc d'infectiologie extra-hospitalière, qui proposait un accompagnement de pair à pair pour améliorer le bon usage de l'antibiothérapie en médecine de ville. C'était des actions qui n'avaient rien à voir avec celles de ce soir, là, qui nous
avec Emilienne nous impressionne un peu. On passe à la télé, on n'a pas l'habitude. C'était plutôt des petits colloques, soit en cabinet, soit en groupe de formation de proximité, et aussi des interventions auprès des infirmières, des pharmaciens, des interventions en école également pour développer donc tout ce qui était intéressant dans la prévention des infections, donc les gestes barrières. Grive a été très précurseur dans la région, et on voit maintenant l'importance des gestes barrières tant pour la Covid et pour les infections saisonnières qu'on évite actuellement. Notre intervention a été évaluée également, et il y a eu des résultats probants sur la prescription des médecins auprès de qui on est intervenu. C'est donc une action qui a fait tout à fait la preuve de sa pertinence, parce que c'est un accompagnement de médecin généraliste à médecin généraliste, un peu comme on souhaite le faire ce soir avec Emilienne. Donc notre intervention, d'étude d'intervention, de premier recours, de soins primaires, de raisonner avec vous sur la prise en charge des infections urinaires en médecine de ville. L'objectif de cette formation, c'est bien celui de traiter les infections urinaires efficacement, et tout en prévenant l'antibiorésistance. C'est toujours deux éléments qui vont ensemble quand on prend une décision d'antibiothérapie, c'est d'être efficace et d'être à la fois éco-responsable en termes d'antibiotiques, puisque nous allons le voir tout au long de la soirée, l'antibiorésistance est un problème majeur dont on doit prendre en compte dans nos décisions. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin, Emilienne, merci. Donc ça, c'est juste pour nous faire comprendre qu'il est illusoire de penser que le progrès médical va nous sortir de la problématique d'antibiorésistance. Les bactéries, elles sont là depuis bien avant nous. Quand on va sur Mars chercher de la vie, on cherche des bactéries. Donc c'est en termes de milliards d'années. L'antibiothérapie, c'est 1920. Donc c'est pas si longtemps que ça, tout juste un siècle. Et on voit que chaque fois qu'il y a eu une découverte d'un antibiotique, très rapidement, il y a eu des résistances qui sont apparues jusqu'à maintenant. Et en sachant en même temps qu'il n'y a pas de nouvelles molécules qui arrivent, beaucoup moins qu'avant, très peu, et surtout pas en médecine de ville. Donc on n'a pas d'illusion, on n'a qu'une seule solution en termes d'infection urinaire, c'est le bon usage des soins. Si on fait un parallèle avec les autres infections que l'on traite en médecine de ville, ORL et pneumo, on a d'autres mesures pour, on le voit cet hiver, éviter les prescriptions inutiles. C'est déjà les gestes barrières, c'est les mesures d'hygiène que l'on connaît actuellement. En infection urinaire, on verra, il y a quelques méthodes d'hygiène qui peuvent permettre des infections, mais en général, on a surtout des stratégies de traitement plus que de prévention. Donc cette carte mondiale, c'est pour rappeler, alors c'est en période de Covid peut-être moins pertinent ou ça n'a pas le même impact que quand on le faisait avant Covid, qu'il y a des projections de mortalité en termes d'antibiorésistance qui est de l'ordre de 10 millions de décès en 2050 si on n'intervient pas sur ce phénomène de santé publique. La carte montre que la problématique est avant tout asiatique et africaine, mais il ne faut pas s'en exonérer. Et on sait très bien qu'un jour où les voyages reprendront, eh bien les bactéries résistantes voyageront autant que la Covid voyage actuellement. Donc il ne faut pas se croire protégé et à l'abri. Et on verra également au cours des cas cliniques que partir en Asie, c'est un élément de facteur de risque d'infection à bactéries résistantes quand on rentre dans son pays. Alors l'antibiorésistance, c'est bien entendu tout à fait lié à la consommation antibiotique. Il ne faut pas la résumer à la santé humaine. On sait qu'il y a aussi la santé vétérinaire. Les vétérinaires ont drastiquement diminué leur consommation d'antibiotiques, montrant qu'il est tout à fait capable de changer ses habitudes. Il y a toute la problématique des effluents. La décision en médecine et l'antibiothérapie que l'on donne à nos patients
est bien entendu qu'un des éléments qui va favoriser l'antibiorésistance. Mais là encore une fois, pourquoi donner un traitement inutile à nos patients si il est en plus pourvoyeur d'antibiorésistance, même si c'est à une échelle plus limitée que la médecine vétérinaire ou la pollution des effluents. Et on sait qu'on retrouve même des bactéries multirésistantes sur des petites particules de plastique qui s'est délitées dans les océans. Donc, qui montre bien qu'on doit aussi nous participer à cet effort de baisse de la pression antibiotique. 93% des antibiotiques sont prescrits en médecine de ville. Il y a quand même 15% qui viennent de la prescription hospitalière. Et 2 fois sur 3, cette prescription se fait en période hivernale. Donc on va certainement, du fait de la Covid, du fait de la disparition quasi complète des infections saisonnières en cabinet de médecine générale, tous les médecins généralistes le voient, on n'a pas les bronchites et les broncholites, les bronchiolites, tous les rhinopharyngites qu'on a à ce moment de l'année. Les écoles sont beaucoup plus fréquentées que d'habitude, nous disent les instituteurs et institutrices. Donc, c'est important quand même de le savoir, même si cette année est particulière, parce que c'est à l'occasion de cette prescription saisonnière, en sachant aussi que la prescription saisonnière, c'est quand même des maladies essentiellement virales qui, normalement, n'ont pas besoin d'antibiothérapie. Mais c'est à l'occasion de cette surprescription qu'on va avoir une pression antibiotique importante au niveau de notre microbiote et favoriser l'apparition de germes résistants qu'on va retrouver plus tard dans les urines de nos patients et qu'on devra gérer à l'occasion des infections. Donc la consommation d'antibiotiques dans notre pays reste importante puisqu'on est toujours un peu en tête de peloton. On est le 4e pays plus gros consommateur d'antibiotiques. Alors on compte de 2 façons, c'est la dose journalière par 1000 habitants ou le nombre de prescriptions par 1000 habitants. Mais quelle que soit la façon dont on calcule, on reste dans les gros consommateurs d'antibiotiques. On en consomme 2,5 fois plus que les Pays-Bas. A priori, ils ne sont pas plus malades que nous. Après, si on répartit cette consommation, finalement, on s'aperçoit que insensiblement, on change quand même nos habitudes et que les quinolones qui doivent être préservés, on est en dessous de la moyenne européenne. Au niveau de l'amoxicillide acide clavulanique, on reste un peu au-dessus de la moyenne européenne, mais on a aussi des molécules où on est en dessous, mais globalement, on est quand même un gros consommateur d'antibiotiques et on se doit à tout moment d'essayer de trouver à quel moment on peut ne pas en prescrire. Dans l'infection urinaire, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est rare de pouvoir se passer de la prescription d'antibiotiques. Donc ça, c'est les tendances générales depuis 10 ans. C'est les chiffres de l'assurance maladie qu'on retrouve donc sur Santé publique France, qui montrent qu'il y a une baisse sensible de la consommation d'antibiotiques, puisqu'on est passé de 23,3 DDJ à 22,2 DDJ en 10 ans. Ce n'est pas énorme, mais c'est une tendance à la baisse qu'il faut quand même encourager. Surtout une baisse chez les enfants en bas âge et chez les adolescents, ce qui montre qu'on est peut-être moins systématiquement antibiotiques dans cette tranche d'âge, et toujours des consommations élevées chez les personnes âgées. Mais il ne faut pas oublier quand même que la personne âgée, en règle générale, décède d'infection. Et donc, on a c'est les premières causes de décès. On va utiliser des antibiotiques plus couramment quand même chez un sujet très âgé. Si on prend, Emilienne, voilà la prescription, les courbes par prescription pour 1000 habitants, on a une tendance cette courbe montre quand même qu'on a bien réduit nos prescriptions chez les enfants, qui étaient finalement les plus hautes. Ils n'en prenaient pas longtemps, mais ils en prenaient quand même plus que la moyenne. Maintenant, on est beaucoup plus raisonnable avec l'antibiothérapie chez les enfants, de même chez les adolescents. Le trait du milieu, le trait marron, noir, c'est le noir, pardon, c'est celui qui donne la moyenne. Et toujours une tendance à avoir une courbe un peu élevée chez les personnes âgées, mais toujours quand même une petite tendance à la baisse. Alors quand on parle de correction de la prescription d'antibiotiques,
quand on fait une campagne drastique type antibiotiques, c'est pas automatique, on voit que notre prescription va changer, mais que souvent c'est pas durable. Voilà. Donc la difficulté pour nous, c'est d'être économe en antibiotiques de façon durable, ce qui veut dire être toujours à bien peser les indications d'une antibiothérapie. Quand on le fait sur le plan régional, on s'aperçoit que les Pays de Loire sont sur des consommations plus basses que l'Occitanie. Alors nous, maintenant, on est à la Grande Occitanie. Avant, on était l'Occitanie, Languedoc-Roussillon. Maintenant, on se sent un peu, on voit plus Montpellier, on voit que Toulouse. Mais c'est pas grave. Il y a 2 pôles de forte prescription qui sont PACA et le nord de la France et la Normandie. Une grande partie du territoire qui est moyenne, et puis des zones de moins grande prescription comme Rhône-Alpes et Pays de Loire et Bretagne. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons. Il y a certainement des différences de pratiques et de formation. Il y a aussi des différences de population, des populations plus âgées dans le sud de la France qui viennent profiter du soleil pour la retraite, même si aujourd'hui, je vous rassure, à Narbonne, il n'y a pas trop de soleil, il fait même un peu froid, mais ça peut être des explications. Donc la suivante, Emilienne. Voilà, ça c'est juste pour préciser cette consommation d'antibiotiques. Là, on voit aussi que même si on reste dans des pays de forte consommation, on modifie quand même nos pratiques et on va vers les antibiotiques qui sont moins nocifs comme l'amoxicilline. C'est pour ça que les pénis sont à 50% et 30% de plus en prescription, qu'on fait attention quand même à nos quinolones, qu'on en prescrit beaucoup moins qu'avant, moins 42%, c'est quand même important. Hein. Et puis les pénis associés, donc ça c'est sûr, restent toujours en progression, même si en prescription on en prescrit moins, la dose, elle, reste toujours là. Voilà, donc ça montre qu'on est, en résumé, un pays de forte consommation d'antibiotiques, qu'il n'y a pas de fatalité en ça. Et je dirais aussi en préambule de ce chapitre qu'on va aborder sur les résistances, c'est que la résistance n'est pas non plus une fatalité. On voit que ça évolue au fur et à mesure des années, ça évolue avec nos pratiques, et que notamment la résistance du colibacille au C3G en Europe, qui était à 11% en 2015, est actuellement en baisse. Et vous voyez qu'il y a quand même aussi en Europe des pays à très forte proportion de résistance au C3G, hein, des pays très voisins, ce qui prouve encore une fois que les frontières n'étant pas étanches, c'est des problématiques qui peuvent aussi, par les voyages et les déplacements, venir perturber notre écologie française. La suivante, Emilienne, s'il te plaît. Voilà, ça c'est plus adapté donc au sujet qui est le nôtre. C'est de savoir, c'est de suivre, ça c'est donc dans le cadre de la mission Primo, hein, les résistances des germes les plus importants, les entérobactéries les plus sensibles aux résistances que sont les Klebsiella et les colibacilles, et surtout de voir, puisqu'on va l'aborder dans la deuxième partie du diaporama, voir quand même que la population d'une EHPAD, c'est pas la même chose que la vie courante, et qu'on a quand même des résistances à très haut niveau. Quand on voit les résistances des quinolones pour le Klebsiella pneumoniae à 25% pour nous et 16% pour la région des Pays de Loire, ce n'est pas anodin et ça impacte nos décisions. Et on verra aussi l'importance de cet espacement des quinolones pour ne pas justement aggraver ce type de résistance. La diapositive suivante est un peu la même pour le colibacille. Et vous avez donc en haut la résistance donc, du colibacille au C3G en médecine de ville et en EHPAD. Là aussi, c'est 3 fois plus. Hein, et on retrouve ça également les mêmes différences, des différences également pour le colibacille par rapport au quinolone entre la médecine de ville, 10,5 et 8,9,3 pour le colibacille résistant au quinolone, Occitanie et Pays de Loire, et 18,3 et 13,3 pour les mêmes régions, mais en EHPAD.
vous voyez qu'il y a même des zones. Alors, je crois qu'il y a, il me semble, des petits problèmes de méthodologie qui pourraient expliquer que PACA soit à des taux de résistance à ce point. Peut-être qu'Antoine pourra nous dire, nous préciser ultérieurement ces différences par rapport à des régions. Émilienne va vous développer maintenant le mécanisme. Schématiquement, il y a quand même 3 familles sur lesquelles on doit être très vigilant, puisque ce sont celles qui sont pourvoyeuses d'antibiorésistance. C'est les quinolones, les C3G injectables et orales, et puis un monodegré, l'amoxicilline acide clavulanique. Donc, Émilienne va nous expliquer où c'est que ça se passe tout ça. Merci Bruno. Alors oui, en effet, on va reprendre des concepts un peu généraux, mais qui me semblent essentiels, et notamment, moi, à la sortie de mon internat, et même il y a encore quelques années, c'était pas si clair dans mon esprit. Donc, je pense que c'est vraiment important de parler déjà de notre microbiote. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir conscience qu'on est composé de plus de cellules, enfin de microbes, de cellules microbiennes que de cellules humaines, qu'on a plus de 400 espèces différentes et qu'il y a 3 réservoirs principaux, le tube digestif, la peau et la sphère ORL, pardon. Il y a aussi les organes génitaux, le vagin, etc. Donc, on est composé de microbes et notamment de bactéries. Et ça, au niveau urinaire, je pense que c'est déjà important pour les patients de le comprendre, puisque quand on va traiter une infection urinaire, si on ne prend pas en charge les facteurs favorisants, si on ne prend pas en charge les règles hygiéno-diététiques, etc., si on n'explique pas aux patients, ils vont penser qu'on éradique la bactérie. Or, en fait, on n'éradique pas la bactérie, hein. On l'éradique juste de notre système urinaire, mais notamment l'Escherichia coli. Moi, je leur explique bien que coli, ça vient de côlon, et que c'est une bactérie qui doit et qui est normalement présente dans notre côlon et qu'on ne l'éradiquera pas. Donc ça, c'est important. Après, donc ça, c'est une notion importante. Et ensuite, c'est sur l'antibiorésistance. Alors, ce schéma est très joli, mais je ne vais pas vous parler de microbiologie. Alors, je m'étais penchée sur les mécanismes d'antibiorésistance bien détaillés, mais on les oublie aussi vite, et du coup, je ne pense pas que c'est un intérêt majeur. Je pense que ce qui est surtout très important de comprendre, c'est qu'il y a 2 grands mécanismes d'antibiorésistance. Il y a une antibiorésistance naturelle, donc ainsi, il y a certaines bactéries qui naturellement seront résistantes aux antibiotiques que vous allez donner à votre patient. Par exemple, juste avant qu'on intervienne, Antoine me rappelait que le Staphylococcus saprophyticus était naturellement résistant à la phosphomycine. Donc, bien évidemment, si vous donnez de la phosphomycine sur une infection urinaire à Staph saprophyticus, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être pour une hystériose pulmonaire, si vous essayez de mettre une C3G, c'est pareil, hein, il y a certains médecins qui pensent qu'avec leur C3G dans une pneumopathie, ils vont tout traiter. Eh ben non, ça ne traite pas tout, même si c'est à très large spectre. Donc ça, c'est déjà important de comprendre qu'il n'y a pas un antibiotique miraculeux, il n'y a pas un antibiotique qui traite tout, et qu'il y a des résistances naturelles des bactéries aux antibiotiques. Et ensuite, et là c'est nous qui intervenons notamment, c'est les antibiorésistances acquises, hein. C'est-à-dire que ça va être l'exposition notamment à des antibiotiques qui vont sélectionner ou provoquer les mutations. Donc quand on part d'une flore, donc de notre microbiote, on part d'une flore qui est sauvage, qui est généralement sensible aux antibiotiques et qui peut naturellement, voilà, cette bactérie-là, naturellement, elle va être résistante à un antibiotique. Mais elle est minoritaire. On va prendre un antibiotique. Alors là, où c'est encore très important de comprendre, c'est que quand on va prendre un antibiotique, par exemple pour la sphère ORL, on va agir
aussi sur le microbiote intestinal, qui est le gros réservoir. Donc, on va agir sur toutes les bactéries, bien sûr, de notre corps et pas que sur les bactéries de la sinusite ou voilà. Ça, c'est important. C'est important parce que toutes les prescriptions d'antibiotiques sont importantes et peuvent être pourvoyeuses d'antibiorésistance, et notamment dans la sphère ORL où il y a beaucoup de prescriptions qui sont inutiles ou mal adaptées et qui sont inutilement pourvoyeurs de résistance. Donc, on prend cet antibiotique et du coup, notre flore sauvage sensible va être amoindrie. Naturellement, la nature va reprendre ses droits, donc la bactérie qui, elle, est naturellement résistante va se développer un petit peu, donc va prendre plus de place. Et parallèlement, il peut y avoir une mutation de cellules qui vont devenir, elles, résistantes à l'antibiotique alors qu'elles ne l'étaient pas. Si on expose cette flore du coup à nouveau à une prise d'antibiotiques, au même antibiotique, on voit que progressivement, en fait, on va arriver à une flore mutée qui va être composée essentiellement de bactéries résistantes à l'antibiotique, ce qui n'était pas le cas au départ. D'où toute prescription d'antibiotiques peut être pourvoyeuse de résistance à tous les niveaux, notamment au niveau intestinal. Et pour les infections urinaires, c'est important parce que c'est ces germes-là qu'on va retrouver quand même essentiellement. Et les prises répétées vont être aussi grosses pourvoyeuses d'antibiorésistance. Et comme le disait Bruno, il y a forcément des catégories d'antibiotiques qui sont plus pourvoyeuses de résistance, et notamment celles à large spectre. Et donc, comme il l'a cité, il faut éviter, c'est les fluoroquinolones, les C3G et l'amoxicilline acide clavulanique. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. On reviendra un petit peu après sur l'Escherichia coli et le principal mécanisme de résistance qui est la production de bêta-lactamase. Voilà. Ensuite, pour traiter donc une infection urinaire, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet ensuite avec des cas cliniques. Il est important d'avoir une stratégie déjà de définition, donc de savoir dans quel cadre exactement on est, puisque si on regarde des recommandations, on va avoir des arbres décisionnels, donc il faut savoir comment suivre cet axe. Et en fait, c'est assez simple si on a en tête certains critères. Donc déjà, on va définir l'infection urinaire. Donc, ce qui est très, très, très aussi important, c'est qu'une infection urinaire, il faut qu'il y ait des bactéries dans les urines, cet endroit qui est naturellement, normalement stérile. Donc, qu'il y ait des bactéries en quantité significative et des symptômes. Donc, on ne traite pas une bactériurie seule, on traite des symptômes fonctionnels urinaires, donc de la pollacurie à la dysurie, etc. Et notamment pour le cas particulier des personnes âgées ou des enfants, ça peut être des symptômes un peu plus bâtards, entre guillemets. Ça peut être des fièvres nues, ça peut être une confusion chez le sujet âgé, une altération de l'état général un peu brutale, des chutes, etc. Donc, il faut bien faire la différence avec ce qu'on appelle la colonisation urinaire, qui est une présence de micro-organismes sans manifestation clinique. Il y a de façon physiologique des colonisations urinaires, mais qui doivent être transitoires. Et si tout se passe bien, normalement, on s'en débarrasse, entre guillemets, et les urines redeviennent stériles. Donc, on ne cherche pas ces colonisations urinaires, ça ne servirait à rien de les suivre, sauf en cas de grossesse et de gestes urologiques invasifs prévus, tous ces cystographies ou cystoscopies, etc. Donc, c'est les deux seuls cas où on peut être amené à traiter une colonisation, donc sans signe urinaire. Une fois qu'on sait qu'on a une infection urinaire, donc on a des signes, une bactériurie, on va rechercher des facteurs de risque de complications. Donc ça, c'est important, ils sont au nombre de 6. Donc il faut
rechercher soit si notre patient a des antécédents de malformation urinaire, en général ça on le sait, hein, que ça soit un obstacle sur une vessie de lutte, que ça soit un reflux, voilà, c'est quand même pas la majorité des patients. Heureusement. L'âge maintenant est fixé à 75 ans pour être facteur de risque de complications ou plus de 65 ans fragile. Alors fragile, je vous rappelle que ces 3 critères de fragilité, parmi la perte de poids involontaire ou une vitesse de marche lente et ou une faible endurance et ou une faiblesse fatigue et ou une activité physique réduite. Alors, je crois que ce qui est important, c'est pareil, on ne va pas retenir ces critères-là. Ce qui est important de comprendre, c'est en fait, c'est des gens qui sont un peu en perte de vitesse. C'est des gens de plus de 65 ans qui sont en général avec des pathologies type neurologiques ou oncologiques évolutives. Hein. Donc, il y a une vitesse de marche ralentie, etc., chez des gens entre 65 et 75 ans. Une immunodépression grave, donc c'est tout ce qui va être traitement immunosuppresseur, transplanté, cirrhotique. Une insuffisance rénale dès qu'on a une clairance inférieure à 30 ml par minute. La grossesse, par des facteurs anatomiques, mais aussi parce que c'est un état d'immunodépression acquis par la grossesse, qui est une greffe. Et le sexe masculin, puisque toute infection urinaire chez l'homme est à risque de complications. Il n'y a pas d'infection urinaire simple ou de cystite. Les éléments de gravité, alors ça, normalement, en médecine générale, on sait, c'est le patient qui est septique. C'est les mêmes pour tous les états infectieux. En général, ça, les patients-là, on les trouve rapidement quand même. Là, c'est des critères d'hospitalisation, s'il est polypnéique, s'il a une tension, il est en pré-choc, ou qu'il y a une confusion aiguë, quelqu'un de désorienté qui n'est pas habituellement. Ça, c'est des critères de gravité. Donc ça, il faut les rechercher aussi. Et ensuite, ce qu'il faut chercher également, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est des facteurs de risque d'entérobactéries productrices de bêta-lactamase. Donc, c'est des bactéries résistantes. La production de bêta-lactamase, donc c'est une enzyme, va rendre les entérobactéries, du coup, résistantes aux bêta-lactamines, notamment C3G. Alors, les facteurs de risque, c'est un antécédent de colonisation ou d'infection urinaire à entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase dans les 6 mois. Alors, des fois, sur les comptes rendus d'hospitalisation, notamment, on le voit maintenant noté. Ils sont, je ne sais pas si c'est obligatoire, je ne sais pas comment ça se, mais on voit maintenant à la fin, en général, de tous les comptes rendus d'hospitalisation, s'il y a eu une transfusion et si le patient est porteur de BMR. Éviter donc les prescriptions répétées, comme on le disait, des 3 grandes classes pourvoyeuses de résistance que sont l'amoxicilline acéclavulanique, les C3G, les céphalosporines orales, les fluoroquinolones. Les voyages en zone d'endémie, donc, comme le disait tout à l'heure Bruno, c'est des pays, donc tout ce qui ça fait une ceinture, Asie, Afrique, Amérique centrale, Amérique du Sud, grosso modo. En fait, c'est des pays où les antibiotiques sont consommés souvent par excès et pour des choses qui ne sont pas forcément bactériennes, notamment des viroses. Moi, je me rappelle être allée au Mexique et à côté des boîtes de pastilles pour le mal de gorge, il y a des boîtes d'amoxicilline qu'on peut acheter en libre-service. Le fait d'avoir été hospitalisé dans les 3 derniers mois, alors on peut en effet penser que si on a été hospitalisé, on a pu avoir des antibiotiques et où on a pu être dans un milieu où il peut y avoir des germes qui circulent et qui ont été un peu exposés à des antibiotiques. Il y a plus de BMR en nosocomial. La vie en institution de long séjour et notamment les EHPAD. Donc, les infections urinaires en ville, en pratique, comment mieux faire et faire plus simple, entre guillemets. Donc, en reprenant ces critères-là, normalement, ça va vous permettre après de pouvoir dérouler vos arbres décisionnels et vos arbres de stratégie thérapeutique assez facilement, entre guillemets. Donc, je crois que là, c'est Bruno.
Alors, merci Emilienne. Effectivement, quand on faisait nos formations de proximité Grive, je crois que beaucoup de médecins découvraient cette stratégie et une fois qu'ils l'avaient découverte et acquise, ils se sentaient beaucoup plus à l'aise dans la prescription et la prise en charge de ces infections. C'est cette stratégie que vous retrouvez aussi quand vous utilisez les outils comme Antibio-Clic, hein, qui ne fait que dérouler cette stratégie et les arbres décisionnels qui vont avec. Discuter de formation, c'est bien, mais des cas cliniques et des situations cliniques, toutes les situations cliniques rapportées sont des situations cliniques vécues par nous deux ou par d'autres médecins. On va voir, je pourrais même vous en rapporter une dernière de ce jour qui montre que même quand on pense avoir travaillé sur l'infection urinaire, ben on se fait piéger et on se retrouve dans des situations compliquées. Je vous la garderai pour la fin, celle-là. On va d'abord voir Madame Monique, qui a 68 ans. Alors, je ne sais pas si, Antoine, il est possible qu'il y ait une interaction après à la fin du cas clinique pour que les participants puissent donner un peu leur avis. On vous laissera quelques secondes pour faire un petit vote ou dans votre tête ou formuler sur le chat. Donc, c'est une dame de 68 ans qui vient pour une pollacurie et des brûlures mictionnelles en fin de miction. Elle ne signale pas de fièvre ni de douleur lombaire. Elle est suivie pour un DID non compliqué et une HTA. Elle est en bonne forme physique, elle n'a pas d'antécédents particuliers urologiques, mais elle a eu 4 infections urinaires cette année. Et dans le dossier, vous retrouvez un bilan bio récent où la fonction rénale est normale. Comment caractérisez-vous cette situation clinique? Est-ce que vous considérez que c'est une cystite à risque de complications? Ou est-ce que vous considérez que c'est une cystite simple? Et la deuxième question, cette dame, est-ce que vous lui prescrivez un ECBU ou est-ce que vous ne lui prescrivez pas de CBU? Voilà, petite réflexion sur ce cas clinique. Ça n'a rien de piégeux, c'est simplement pour, comme le disait Emilienne, utiliser un peu nos stratégies et les réviser régulièrement pour arriver à caractériser une situation et la prendre en charge de façon adaptée. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre aux questions là, de ce cas clinique et des suivants sur le chat de YouTube. Donc c'est fait pour ça, hein, n'hésitez pas, hein, même si vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Donc je sais pas, on peut peut-être attendre quelques secondes pour voir si, Oui. pour l'instant on n'a pas de réponse. On peut encore patienter un petit peu pour voir si les gens proposent des réponses. Sinon je pourrais essayer de répondre aussi. Alors, on a un commentaire qui dit cystite à risque de complications, car cystite à répétition, diabète. Donc oui, il faut faire un ECBU. D'accord. Très bien, merci de s'être lancé. Merci beaucoup pour la participation. Voilà. Donc effectivement, c'est une situation fréquente. Le diabète était un facteur de risque de complications dans les recommandations précédentes et ne l'est plus. Il est clairement démontré que le diabète, il y a une fréquence plus élevée d'infections urinaires, mais il n'y a pas plus de complications que dans la population moyenne. Donc, on a déjà fait ce cas clinique en situation, groupe de formation. En général, 68 ans, DID, infection à répétition, on considère que c'est un facteur de complication. Restons-en aux 6 facteurs qu'a énoncé tout à l'heure Emilienne, et dans lequel il n'y avait pas le DID, où il y a la femme, il y a la grossesse, d'être un homme, d'être en insuffisance rénale, d'être immunodéprimé. Ça y est, tout d'un coup, j'ai un trou. Et d'avoir une malformation des voies urinaires. D'avoir une malformation urinaire, pardon, mais pas le diabète. Voilà. Concernant l'âge, c'est pareil. 68 ans, avant c'était 65, maintenant c'est 75 ans pour le risque de complications. Et il y avait dans le cas clinique assez d'indications pour dire qu'elle n'était pas dans les fragiles. Hein, les critères de Fried que vous a repris tout à l'heure Emilienne. Moi, je les résume plus. En gros, c'est des critères de dénutrition, hein, de gens qui sont effectivement en parcours oncologique ou en décompensation de pathologies chroniques cardiaques ou autres.
qui se dénutrissent, et on sait très bien le lien qu'il y a entre dénutrition et infection, qui fait après un cercle vicieux. Donc la perte de poids, la fatigabilité à l'effort, les difficultés à marcher, tout ça, en fait, c'est des critères de fragilité liés à la dénutrition. Donc Madame Simone, elle est en forme. Donc ce n'est pas une cystite à risque de complications, et donc par conséquent, elle ne relève pas d'un ECBU, et elle pourra recevoir, une fois la bandelette urinaire faite, le traitement qui est recommandé, les 2 molécules recommandées qui sont la phosphomycine et le pivméthylinam. Voilà. Donc c'est le moment de parler de la bandelette urinaire. Là aussi, je crois qu'on se doit d'avoir dans nos cabinets des bandelettes urinaires régulièrement renouvelées, puisque ça se périme. Hein, il y a quelque temps, j'ai ouvert une boîte, toutes les cases étaient déjà roses. Alors, ce n'est pas celle que vous voyez. Il suffit d'avoir la bandelette Urotest classique, leucocyte et nitrite. Il n'y a pas besoin d'avoir les 2 carrés qui sont positifs. D'être positif sur les leucocytes, c'est suffisant. Les nitrites positifs quand c'est des entérobactéries. Et il y a dans les 2 situations, dans cette situation-là, en fait, quand on regarde notre bandelette, qu'elle soit positive, on n'en tire rien. On en tirerait beaucoup plus chez la femme si elle était négative, parce que là, dans ces cas-là, on pourrait écarter complètement l'infection urinaire et chercher autre chose. Qu'elle soit positive, associée au ciné clinique, nous confronte dans l'idée qu'elle a une infection urinaire, mais c'est plutôt la valeur prédictive négative qui est importante, alors que chez l'homme, c'est l'inverse. Si vous avez une infection urinaire chez un homme, le fait de lui faire une bandelette urinaire, si elle est positive, ça confirme l'infection urinaire. Si elle est négative, vous ne pouvez pas éliminer l'infection urinaire. C'est le seul examen pour les cystites simples. Voilà, donc ça, d'avoir des bandelettes urinaires dans son cabinet, c'est comme avoir, on verra tout à l'heure, des flacons d'urine boratés prêts à servir à la collecte des urines dans des situations où on ne sera pas avec un laboratoire ouvert. Donc il n'y a pas de CBU à faire, la bandelette suffit, et on ne fait pas de contrôle systématique après traitement. On a encore des patientes ravies de nous dire « Ah, docteur, j'ai fait le prélèvement, vous pouvez me traiter », alors qu'elle n'en avait pas besoin. Et on est dans un travail d'éducation thérapeutique par rapport à cette prise en charge de la cystite. Hein. Moi, je suis un médecin maintenant ancien, et j'ai connu, Antoine n'a pas dû le connaître, le Rufol, hein, qui était dans les pharmacies des grands-mères, hein, qui était la phosphomycine de l'époque, et les grands-mères prenaient du Rufol jusqu'au moment où le Rufol a eu tellement généré d'antibiorésistance qu'il n'a plus servi à grand-chose. Un message important, il ne faut pas donner de quinolone ni de C3G oral dans une cystite. C'est une infection de surface, ça ne justifie pas une antibiothérapie, je dirais, costaud. Les quinolones, ça pénètre très bien les tissus, et il faut les épargner, parce qu'on verra qu'il y a des règles de prescription de quinolones, et éviter des pressions de moins de 6 mois quand on a déjà prescrit une quinolone. Alors le C3G oral, ça c'est un grand cheval de bataille de toutes les infectiologues hospitaliers ou extra-hospitaliers, chez Grive aussi. Abandonnons les C3G oral dans les infections ORL, pulmonaires et urinaires. Il y a très peu d'indications. Peut-être qu'Antoine Pasquier nous donnera tout à l'heure les indications qu'il réserve aux infections urinaires. Mais dans les infections courantes, on a oublié de vous dire que ce soir, on n'abordait pas les infections gravidiques, on n'abordait pas les infections graves, on n'abordait que les infections les plus courantes en médecine générale. Les C3G oral, n'apporte rien en spectre, n'apporte rien en diffusion. 50% va rester dans le tube digestif pour faire des pressions, comme vous l'a montré Emilien tout à l'heure. Le microbiote va être déréglé, les bactéries naturellement résistantes vont proliférer, et vous allez créer des sécrétions de bêta-lactamase qui seront ensuite transmises à d'autres bactéries, entérobactéries. Donc, je n'ai oublié aussi de vous le dire, et Emilien également, nous n'avons aucun conflit d'intérêt, mais notre grande phrase, c'est Oroken, c'est pas la peine, et Orelox, c'est de l'intox. Hein, donc, si on a ça, je parle autant pour les infections urinaires que pour les infections ORL et pulmonaires qu'on voit moins cette année, ou quasiment pas, mais dans ces 2 tiers de prescription
c'est 93% de prescription de ville et c'est 2 tiers en période saisonnière, il y a encore beaucoup de C3G oral, type Orelox, alors que ça n'apporte rien sur le streptocoque de l'angine, ça n'apporte rien sur le pneumocoque de la pneumopathie, ça ne diffuse pas bien et ça fait surtout des pressions au niveau de la flore intestinale. On considère qu'il y a un échec de traitement de la cystite simple avec la phosphomycine trométamol et le pivmécélinam s'il y a des signes qui persistent au-delà de 3 jours. Beaucoup de patients nous disent « docteur, ça ne va pas, ça n'a rien fait ». On ne considère qu'il y a un échec qu'au-delà de 3 jours, et c'est là où on va faire notre CBU. On va peut-être trouver le staphylocoque saprophyticus qui aurait dû réagir et qui n'a pas réagi, puisqu'il est naturellement résistant à la phosphomycine. Et à ce moment-là, on va avoir la stratégie qui est la même que celle qu'on va voir tout à l'heure pour les cystites arides de complications, c'est-à-dire qu'on va changer de traitement, on va sortir du pivmécélinam, on va peut-être avoir de la phosphomycine puisqu'on a des schémas de prescription également pour la cystite aride de complications avec la phosphomycine, mais c'est un autre sujet, ce n'est plus le sujet de la cystite simple. Bruno, est-ce que je peux juste poser une petite question avant qu'on passe au cas clinique numéro 2? Oui. Juste, on a eu quelques réponses là sur le chat et on a notamment quelqu'un qui s'interroge sur le fait de savoir si, comme c'était des cystites à répétition, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un ECBU? Alors, on n'aborde pas les cystites à répétition. Je crois que dans les recommandations, quand une femme rentre dans un cycle de cystite à répétition, il est bien d'avoir à un moment donné un ECBU pour faire la différence entre des infections répétées à germes différents ou toujours le même germe. Voilà, je crois que c'est uniquement l'indication, mais ce n'est pas parce que cette dame a fait une cystite il y a 2 mois qu'on se doit de faire un ECBU. Elle reste, de toute façon, dans les recommandations de la cystite récidivante, tout épisode de cystite se traite comme une cystite simple. Et ou à complication, si elle est dans les facteurs de risque de complication, mais ce n'est pas la répétition qui est à lui seul un facteur de risque de complication. Je ne sais pas si j'ai répondu à la... Oui, non, si, je pense que c'est ça en fait. C'est qu'il faut peut-être qu'à un moment dans l'histoire, il y a un ECBU. Après, chaque épisode doit se traiter comme une cystite simple si ça reste une cystite simple, quoi, je pense. Voilà, s'il n'y a pas de facteur de risque de complication, il n'y a pas de raison de faire un ECBU. La raison de faire le CBU, c'est l'existence de ces 6 facteurs de risque de complication. Donc, on a prévu avec Emilienne et Antoine de mélanger les cas. Hein, on n'a pas fait la cystite simple, complication. On fait comme ça vient en consultation. Donc, cette fois, c'est un monsieur qui vient en consultation. Comme toujours, ils ont la bonne idée de venir le vendredi soir. Voilà, il a 68 ans. Il se plaint depuis 2 jours de fièvre à 39 avec frisson. Il a des polyuries et des brûlures mictionnelles. Il n'a pas d'antécédents notables, il n'a pas de traitement au long cours, c'est un patient que je connais depuis longtemps. Il y a une notion d'allergie à la pénicilline, mais pas précisée, pas en tous les cas de réaction grave à la pénicilline ou au bêta-lactamine. Quand on l'examine, il n'a pas de signe de gravité, notamment il n'a pas d'hypotension, il est venu sur ses 2 jambes, il est quand même fatigué par son 39. Et à la mandelette, il a mandelette urinaire, donc des leucocytes positives et des nitrites négatives. Et donc, comme on vient de le voir, c'est un homme, donc ça a une valeur prédictive positive forte. Et on peut déjà considérer que cet homme a une fièvre en rapport avec une infection urinaire. Voilà, moi, je lui ai proposé de faire un bilan sanguin, de créatinine, et de faire une collecte d'urine. Et on voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous voulez attendre les résultats pour le traiter ou est-ce que vous souhaitez le traiter tout de suite? Voilà, petit moment de réflexion. Et si vous voulez le traiter tout de suite, qu'est-ce que vous utiliseriez? Donc je laisse le temps peut-être aux internautes de peut-être relire le
l'énoncé et puis de proposer des réponses. Voilà, est-ce que vous voulez traiter directement ce patient avec une antibiothérapie probabiliste ou est-ce que vous attendez une documentation? Voilà, c'est vrai que l'infection urinaire a un avantage, c'est contrairement à l'ORL et aux infections respiratoires basses ou aux infections respiratoires hautes, où on fait des traitements probabilistes la plupart du temps, l'infection urinaire a l'avantage qu'on peut la documenter. Après, c'est à nous de voir si cette documentation, on s'en sert quand on l'a, ou si on a des situations qui nécessiteraient d'anticiper cette documentation et de faire comme dans les autres types d'infections, d'être probabiliste. Donc c'est un peu la question qui se pose là, sur un homme qui est en bonne santé, qui a 39, qui a ses frissons, donc il est quand même avec son infection. Qu'est-ce que vous pensez faire de lui, sachant en plus que c'est un vendredi soir? Alors, en fait, tout le monde est plutôt d'accord sur le fait de mettre un traitement tout de suite, avec des quinolones. Alors, on a juste une réponse qui dit Bactrim tout de suite. D'accord, donc on est d'accord, c'est une situation, on la verra tout à l'heure, on la résumera, qui est donc une infection à risque de complications, puisque c'est un homme, hein, puisque maintenant on parle plus de prostatite, tout ça, on parle d'infections urinaires masculines, qui sont polysymptomatiques ou très symptomatiques. Lui, il n'a pas de facteur de gravité de son infection, mais il a quand même une infection caractérisée avec un état fébrile. On ne va pas le laisser 2 jours avec ses germes dans ses voies urinaires ou voire dans sa prostate. On va le traiter, mais bien entendu, on aura besoin d'avoir une collecte d'urine avant le traitement. Et dans le traitement probabiliste, il nous est proposé par la recommandation des antibiotiques donc, qui sont capables d'aborder toutes ces situations de germes qu'on peut rencontrer, donc sur lesquels il n'y a pas de résistance, ou il y a moins de 10% de résistance, et des antibiotiques qui diffusent bien. Tous ceux qui sont là proposés sont des antibiotiques qui diffusent bien, mais pour le traitement probabiliste avant documentation, on nous demande de privilégier les quinolones ou la ceftriaxone qu'on ne va pas prescrire. Ça, on le verra, c'est aussi important dans les infections en général et surtout dans les infections urinaires, puisqu'on a la documentation. On va faire un traitement probabiliste large et efficace, et après, on va l'ajuster au vu de l'antibiothérapie, au vu de l'antibiogramme, pardon. Voilà, donc il y a, moi chez ce patient, donc il a eu de mémoire de la lévofloxacine 500 pendant 3 jours, et je l'ai revu donc le lundi avec ses résultats. Voilà, donc il avait bien une infection quand même probante, puisqu'il avait 16 000 globules blancs et beaucoup de polynucléaires, une CRP à 115, une leucocyturie, et il avait comme germe à 10 puissance 5 un Citrobacter causeri, sur lequel on m'a proposé un antibiogramme. Oui, alors, voilà, il serait bon. Voilà, c'était une suggestion que je t'avais dit de le déplacer. On va y arriver, C'est pas grave. Hop, il est là. Oui, non, mais c'était important, on le reprendra tout à l'heure, on reviendra un peu en arrière, de rappeler quand même aussi à nos patients comment on fait un prélèvement urinaire de qualité, avec quand même un minimum d'hygiène, eau et savon, ou avec une lingette éventuellement, que le méa soit pour l'homme dégagé, qu'il soit nettoyé, pour les femmes qui aient également une toilette sur la vulve et les grandes et petites lèvres. Voilà, donc un flacon, on verra plutôt que ce flacon, il faut qu'il soit boraté, c'est-à-dire qu'il ait une petite poudre au fond, c'est pour la conservation. On fait plutôt le deuxième jet dans le flacon et on le referme bien, et on peut le garder, si le laboratoire n'est pas ouvert, on peut le garder s'il est boraté jusqu'à 48 heures. La bactériologie ne sera pas affectée, la cytologie oui. 24 heures, tout va rester en état. 48 heures, c'est un peu moins bon pour la cytologie, mais finalement, c'est moins important. Voilà, puis Mylène va nous mettre la suivante pour nous rappeler à quel moment on fait des SBU et surtout à quel moment on n'en fait pas. Voilà. Donc, on va revenir sur l'antibiogramme de M. Bernard.
Voilà, alors il manque, je me suis aperçu en relisant tout à l'heure et en revoyant son dossier, il manque la dernière ligne. Il est sensible au cotrimoxazole. Il est donc résistant au PNIA, il est sensible à l'amoxicilline acide clavulanique. Et puis vous voyez, surtout, il y a, on verra tout à l'heure, plein d'antibiotiques qu'on nous propose, auxquels d'ailleurs on n'a pas accès. Mais on y trouve les C3G injectables, on y trouve des aminosides que je n'ai pas prescrit, je crois, de toute ma vie ou très peu. On trouve quelque chose qui est intéressant, peut-être Antoine voudra en parler tout à l'heure, c'est qu'on a toutes les générations de quinolones. Ça peut nous donner des indications. Là, on voit qu'elles sont toutes sensibles. En général, quand la sensibilité existe sur la signalindixique, on va la retrouver sur les autres, puisque Emilienne en a parlé tout à l'heure, dans la problématique de l'antibiorésistance dans les infections urinaires, on a d'un côté les germes qui vont sécréter des bêta-lactamases à spectre étendu et qui vont donc affecter l'efficacité des C3G. Et puis, il y a les quinolones. Les quinolones, c'est un autre mécanisme de résistance qui est une résistance par palier, d'où l'importance de ne pas en donner souvent. La mutation va se faire par palier, de la première à la deuxième à la troisième génération. Donc, soyons économes dans les quinolones, pas de quinolones si on en a donné dans les 6 derniers mois. Et les antibiogrammes comme ça ont des avantages et des inconvénients. L'avantage de montrer que là, on est sur un germe qui reste très sensible au quinolone. Pour autant, il ne faut pas en abuser. Donc ce patient, la diapo suivante, finalement, donc, j'ai réajusté sa prescription antibiotique. Et donc, comme il est proposé, ça pouvait être une quinolone, mais de moindre degré que la ciprofloxacine ou la levofloxacine de génération antérieure. On pouvait aussi lui donner, puisqu'il était résistant, ça n'apparaissait pas, du Bactrim. Et la durée de traitement, c'est 14 jours au total, en prenant en compte la période probabiliste. Voilà, ce monsieur est allé bien, puis je l'ai revu 4 mois plus tard. Il est revenu me voir avec toujours sa gêne urinaire, mais cette fois sans fièvre. Et donc cette fois-là, j'ai considéré que son état clinique ne justifiait pas un traitement probabiliste, mais plutôt un traitement documenté. Donc il a eu son ECBU, qui est revenu avec un colibacille à 10 puissance 7, et avec un antibiogramme qui, cette fois, montrait toujours des résistances. Donc vous voyez quand même que les résistances au PNIA et au bêta-lactamine, on les retrouve assez facilement quand même pour un colibacille quand on a 68 ans. Et bien finalement, on perd cette efficacité. Il reste efficace sur les C3G, et par contre, il est résistant au Bactrim. Donc dans l'infection urinaire masculine, on nous conseille de garder des antibiotiques qui sont à la fois efficaces mais qui diffusent bien au niveau prostatique. Donc c'est l'équinolone, c'est la ceftriaxone et c'est le Bactrim. Donc petit souci avec ce patient, parce que je venais de lui prescrire l'équinolone il y a moins de 6 mois. Des résistances, il est résistant au cotrimoxazole, et j'étais embêté par sa potentielle allergie à la pénicilline, même si elle n'était pas durable. Donc je ne sais pas, vous, ce que vous auriez fait. Là, je pense qu'on peut avoir une dispersion des prescriptions. Certains seraient peut-être allés vers la ceftriaxone. Moi, j'ai represcrit, mais c'est pour montrer qu'entre les recommandations et la réalité, des fois, c'est pas comme ça. J'ai represcrit de quinolone, même 4 mois après, et je l'ai surtout envoyé voir l'allergologue pour qu'il me clarifie une fois pour toutes l'allergie à la pénicilline, parce que je vous rappelle que d'avoir dans son dossier médical une allergie à la pénicilline, c'est une perte de chance quand vous rentrez dans un établissement de soins, puisque beaucoup d'infections vont nécessiter des bêta-lactamines. Et donc, si vous avez dans vos dossiers une notion d'allergie à la pénicilline, si vous avez un doute sur une allergie grave, faites tester vos patients, que vous soyez au clair une fois pour toutes avec cette allergie, parce que là, dans ce cas-là, je leur ai donné de la ceftriaxone beaucoup plus tranquillement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des réflexions. Donc, pour terminer, ça, c'est l'arbre décisionnel qui est proposé. Donc, toutes les recommandations qui sont abordées dans ce diaporama sont tirées des recommandations de la Société de pathologie infectieuse en langue française et accessible sur le site infectiologie.com de 2017, réactualisé en 2017.
et qui ont été présentés en 2018. On verra enfin qu'il y a eu en plus en 2020 une actualisation sur les durées. On va voir que c'est quelques-unes. C'est l'intérêt aussi pour nous de faire ce séminaire, puisque on a appris grâce à Antoine qu'il y avait une nouvelle recommandation sur les durées. On ne le reprendra pas pour l'infection urinaire masculine qui se traite à 14 jours, si par contre, si dans la poussée symptomatique, celle qui est considérée comme la cystite-like des Anglais, elle peut être que de 7 jours. On le reverra tout à l'heure, mais normalement, l'infection urinaire masculine, c'est 14 jours, avec soit des quinolones, soit des C3G injectables. Un petit détail sur les 3G injectables, on vous propose toujours le céfotaxime et la ceftriaxone. Nous, on a accès à la ceftriaxone, qui a un petit inconvénient en C3G injectable, c'est qu'elle est à élimination biliaire, donc elle va être beaucoup plus impactée le microbiote que le céfotaxime, qui est une C3G à élimination rénale, mais de prescription hospitalière et qui n'est pas très commode pour la médecine de ville, puisqu'il faut 3 injections, 3 perfusions. Hein. Donc, nous, on utilise la ceftriaxone, mais gardez en idée que quand même si c'est moins nocif qu'une C3G orale, une ceftriaxone, c'est aussi un impact sur le microbiote parce qu'il y a une élimination biliaire. Voilà pour l'infection urinaire masculine. Alors, je voulais juste répondre à certaines questions qui ont été posées sur le chat. Alors, il y a certaines personnes qui demandaient pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'ofloxacine également en probabiliste avec la lévofloxacine et la ciprofloxacine. C'est justement parce qu'on essaie de garder pour le traitement probabiliste des molécules pour lesquelles on sait qu'il y aura une sensibilité qui sera en probabiliste supérieure à 90%, et c'est le cas pour la lévo et la ciprofloxacine, mais par contre, pour le coup, les résistances sont un peu plus élevées à l'ofloxacine. Voilà, et c'est important de préciser que cette modification, notamment aussi sur la pyélonéphrite, elle est récente, elle est de 2018, ce qui prouve bien qu'il y a eu un changement sur l'ofloxacine qu'il faut qu'on prenne en compte dans nos prescriptions et qu'on soit très raisonnable dans nos quinolones et surtout dans l'espacement des prescriptions. Ok. Donc, je crois que c'est à Emilienne. J'enchaîne. Ouais. Juste pour vous dire qu'il est déjà. Alors, le temps passe vite parce qu'il est déjà 21h30. Et oui, ça, on s'en doutait un peu avec Emilienne, on l'a anticipé tout à l'heure. Mais voilà, après, on devient bavard. C'est vrai qu'on est plus bavard sur les cas cliniques que sur les grandes données épidémiologiques parce que c'est notre travail de tous les jours, comme je suppose. Alors, ça, c'est aussi un petit problème qui est, je trouve, pour les experts, c'est qu'on ne voit pas les gens. Voilà, donc je dis bonjour à tout le monde, mais je ne sais pas. Voilà, mais je leur remercie d'être peut-être un peu patient si on dépasse les horaires. Alors, cas clinique numéro 3, Madame Colli. 80 ans, elle se présente à la maison médicale de garde pour des signes urinaires avec brûlure, dysurie depuis la veille et sans fièvre. Elle est très gênée, elle s'est levée plusieurs fois la nuit, elle est même tombée une fois. Elle a une fonction rénale correcte et nous sommes dimanche. Que faites-vous ? Alors, il faut toujours réfléchir, voilà, dans quel cas on est, risque de complications ou pas. Et là, il y a un petit questionnement donc, sur traitement probabiliste ou pas. Et il y a une petite notion qu'on voulait vous faire venir, je y arrive. Donc, il s'agit d'une cystite à risque de complications, puisqu'elle a 80 ans. Donc, un ECBU doit être réalisé avant tout traitement antibiotique. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de bien expliquer aux gens qu'il faut faire le prélèvement avant de commencer un antibiotique si vous leur prescrivez un traitement probabiliste. Le traitement peut théoriquement être différé. Elle n'a pas de fièvre, donc on pourrait attendre le résultat, sauf que elle dit être très très gênée. Alors souvent on a quand même, surtout en maison médicale de garde encore plus, qu'en général quand ils n'ont pas attendu le lundi, ils viennent pas pour vous leur prescrire bien l'examen complémentaire. On a quand même une pression supplémentaire. Voilà, elle est tombée une fois dans la nuit, etc. Donc, on va craquer quand même et on va lui prescrire un traitement probabiliste avec un traitement, du coup, on est dans une cystite là à risque de complications. Donc, non pas la phospho, mais la nitrofurantoïne, matin, midi, soir, en première intention. Et pendant une semaine,
après avoir récupéré le CBU. Attention, il n'y a pas de CBU de contrôle, même dans les cystites à risque de complications. Et c'est la diapo d'avant, mais on est passé très vite. Il n'y a pas de CBU de contrôle, globalement, si l'évolution est favorable, ou cas unique, c'est pendant la grossesse, où il y a un ECBU à J10. Donc le dimanche, comment faisons-nous si on veut lui prescrire un antibiotique parce qu'elle insiste et qu'elle est très très gênée? C'est le tube Boraté. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en êtes équipé. C'est le laboratoire qui nous donne les flacons. Donc, c'est un flacon de prélèvement, somme toute classique, avec en plus des petits tubes avec de la poudre dedans. Et on enlève un petit opercule. Il faut, alors, soit vous le faites pour eux, mais il faut quand même faire un prélèvement correct, comme pour un ECBU. Donc, des fois, c'est un peu compliqué, surtout si vous leur avez déjà demandé de faire pipi pour la bandelette urinaire. Donc, on peut très bien leur expliquer. Ils le font à domicile, globalement, mais ils ne reviennent pas souillés, donc ils le font bien. Ils aiment bien, en plus, je aux apprentis chimistes et tout ça. Et une fois que l'urine a été prélevée, donc avec des bonnes conditions dans le flacon, ils mettent le tube et en fait il y a le vide qui est fait, donc l'urine va être aspirée et ensuite ils secouent pour homogénéiser et dans ces petits flacons, l'urine peut rester jusqu'à 24-48 heures pour attendre l'analyse. Donc là, ça peut être même d'un samedi jusqu'au lundi. Donc c'est quand même très très intéressant. Il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Et voilà. Alors il y a des labos qui disent 24, d'autres 48 heures. On a regardé un peu avec Bruno. En fait, c'est la cytologie qui est plus fragile et qui peut être moins fiable après 24 heures. Mais bon, pour les infections urinaires, c'est plutôt la bactério et ça n'impacte pas. Ça peut attendre 48 heures. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ces tubes Boraté au cabinet et en maison médicale de garde. Donc la cystite à risque de complications, les messages clés, bandelette urinaire et ECBU, mais pas de contrôle systématique, traitement documenté si possible, mais bon, des fois c'est un peu compliqué, donc traitement probabiliste, ça vous le retrouvez dans les ordres décisionnels avec en priorité nitrofurantoïne ou si contre-indication, cefixime ou ciprofloxacine. Et adaptation ensuite avec l'amoxicilline s'il n'y a pas d'allergie et que c'est sensible, ou en deuxième le pivmécilinam et en troisième la nitrofurantoïne qui peut être gardée et le tout pour 7 jours. La nitrofurantoïne, je crois que si on la donne de façon répétée, il y a des sensibilisations en fait et après on peut faire des allergies un peu graves. Donc voilà. Pas de quinolone et de C3G, ça vous serait même pas venu à l'idée, je pense, au terme de cette soirée. Le cas de Madame Klebs, Giselda, il est de 85 ans, traitée pendant le week-end par le médecin de garde pour une pyélo. Il lui a mis de l'ofloxacine 200 matin et soir. Elle en a déjà fait une il y a 5 mois, traitée de la même manière. On reçoit le CBU, donc il y a un CBU qui a été fait. 2 jours plus tard, on réévalue du coup notre pyélonéphrite. Donc c'est une klebsielle qui est naturellement résistante à l'amoxicilline et qui est sensible aux autres antibiotiques testés. Qu'en pensez-vous et que faites-vous? Je crois que là on a peut-être eu le ton quand même, non? Ah, je sais plus où j'en suis. J'ai perdu. J'ai voulu aller trop vite. Non, c'est pas grave. Alors, une petite précision, peut-être, je ne l'avais pas lu quand tu l'as. Dans la cystite à risque de complications, dans le traitement probabiliste, on est maintenant aussi avec la possibilité de prescrire la phosphomycine en J1, J3, J5. Alors, en plus, c'est vrai qu'une fois qu'on a prescrit la phosphomycine, souvent derrière, c'est difficile de désescalader parce que le temps qu'ils aient les résultats, ils ont déjà pris 2 sachets de phosphomycine. Donc, en général, on finit le cycle et je viens de revoir Antibloquis rapidement. On laisse cefixime et quinolone en probabiliste. Voilà, donc c'est plus furadentine et phosphomycine. Alors là, théoriquement, Madame Klebs, on aurait dû éviter de lui donner des fluoroquinolones puisqu'elle en avait eu il y a moins de 6 mois. Donc elle, théoriquement, on aurait dû plutôt la traiter par ceftriaxone.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, la désescalade thérapeutique. Donc, quand on adapte à l'antibiogramme, c'était la notion vraiment sur laquelle je voulais insister. Adapter à l'antibiogramme, c'est pas que vérifier que l'antibiotique soit efficace. Hein. C'est aussi, si possible, rétrograder et revenir en arrière et passer sur des antibiotiques qui sélectionnent moins de résistance. Donc, si ça avait été possible, une pyélonéphrite, on aurait pu la mettre sous amoxicilline, mais là, naturellement, elle est résistante, donc on ne peut pas la mettre. Mais si on avait pu, les pyélos, il faut les repasser sous amoxicilline si le germe est sensible. Ça, c'est important. Il ne faut pas les laisser sous fluoroquinolone. Ça, c'est très, très important. Et pas de ECBU de contrôle si l'évolution clinique est favorable. Donc, les messages clés, c'est ECBU avant traitement. Alors, la question de la biologie et de l'imagerie, c'est recommandé uniquement pour les pyélos à risque de complications, voilà, avec une UM, une CRP pour l'infectieux et une fonction rénale ionocréate. Imagerie, alors c'est pas précisé. Je pense que légitimement, si on n'est pas trop inquiet, on peut déjà faire une échographie où on peut rechercher une anomalie des voies urinaires, on peut rechercher un résidu post-mictionnel, une grosse prostate chez l'homme, etc. Et sinon, après, il y a l'uroscanner qui peut être fait aussi en deuxième intention, si récidive ou en situation d'urgence, d'échec thérapeutique. Donc la pyélo, on la traite, et le traitement probabiliste, c'est la lévofloxacine ou ciprofloxacine ou ceftriaxone, et en effet, pour les raisons citées avant, pas l'ofloxacine seule, simple. Et après, adaptation avec des escalades si possible. Ne laissez pas vos patients avec une pyélo, avec un germe multisensible sous l'évo, ciprofloxacine ou ceftriaxone, quoi. Non. Ça sera sensible, mais il faut rétrograder. Donc, il faut réévaluer les pyélos. Et dans une pyélo, il ne faut pas prescrire un traitement antibiotique d'emblée pour 10 jours. Ou il faut prescrire pour 3-4 jours le temps d'avoir l'antibiogramme et de réévaluer sa prescription. Mais ça demande de revoir les patients à J3 avec le CBU. Rapidement, Monsieur Sondu, 85 ans, donc lui, il a fait un globe vésical, il a une sonde urinaire, un problème de prostate très volumineuse qui le gêne. Donc voilà, il a sa sonde urinaire, ça se passait bien et sa fille infirmière, elle vous alerte parce que les urines de la poche sont vraiment très sales. Bon, elle a voulu être gentille, donc elle vous dit qu'elle a pris les devants et pour soulager tout le monde, elle a réalisé elle-même une bandelette urinaire qui était positive et donc elle vous demande bien entendu de le mettre sous antibiotiques parce qu'il est fragile, son papa. Il est insuffisant cardiaque, il est âgé, etc. Lui, il se plaint de rien, il n'a pas de fièvre, son comportement n'a pas changé, il n'a pas de douleur pubienne, suspubienne, il va plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'en fait, on lui dit merci et surtout, on lui rappelle que 100% des sondes urinaires sont colonisées à 1 mois. Donc, la colonisation de la poche, de la sonde urinaire, c'est quelque chose de physiologique. Et à partir du moment où c'est asymptomatique, on ne traite pas une colonisation, on l'a déjà dit. Donc, on ne fait pas de toute façon de bandelette urinaire sur une poche parce qu'elle sera positive. L'aspect et l'odeur des urines ne sont pas des critères d'infection urinaire. Quand on me dit les urines, elles sont foncées, je leur dis c'est pas un critère d'infection, c'est un critère de manque d'hydratation. Mais ce n'est surtout pas un critère d'infection à lui seul. Donc son papa va bien, donc on la rassure, on lui dit qu'il va falloir qu'il s'hydrate bien, qu'on va y veiller. Donc on rappelle les règles hygiéno-diététiques et notamment une hydratation suffisante. On va le surveiller, mais on ne démarre pas d'antibiotiques puisqu'il n'y a pas de symptômes. Et bien sûr, le CBU est parti. C'est souvent dans les maisons de retraite où les CBU est lancé avant que vous ayez dit ouf. Et donc, il y a une bactériurie supérieure à 10 puissance 6 germes avec un coli résistant au C3G, une leucocyturie à 10 puissance 4. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? C'est là qu'il faut ne pas prescrire d'antibiotiques puisqu'il est asymptomatique. Donc, il faut vraiment bien tenir. Même si le CBU montre la bactériurie et qu'un antibiogramme est réalisé,
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de seuil de leucocyturie ou de bactériurie, c'est vraiment guidé par la clinique. Et là, par contre, on met le doigt sur le fait qu'il est quand même une bactérie multirésistante. Donc là, il y a des précautions d'hygiène standards qu'il va falloir mettre en place pour éviter en fait de propager cette bactérie, puisqu'en effet, c'est une bactérie résistante. Ça aussi, c'est une notion qu'on n'a pas forcément. Mais on partage ces bactéries. Par exemple, l'Helicobacter pylori dans la gastrite, on sait que c'est un peu familial. Si votre mari ou votre femme a un Helicobacter pylori, ou si la maman a un Helicobacter pylori, on a plus de chances d'en avoir parce que on se contamine par la salive. Bon, là, c'est pas la salive, mais c'est pareil, c'est par le contact manu-porté, direct ou indirect via les objets. Et ça, c'est valable en ville, mais aussi dans les établissements de santé et que ce soit aussi les lieux médico-sociaux, notamment les EHPAD. Donc, pour prévenir la propagation de la résistance aux antibiotiques, déjà, il faut éviter de la créer. Donc, à notre niveau, c'est réfléchir à nos prescriptions et éviter les prescriptions avec des antibiotiques à large spectre, donc pourvoyeurs d'antibiorésistance et dans des situations où il n'y en a pas besoin. Ça, c'est les infections ORL, par exemple, typiquement. Et sensibiliser les patients au fait que quand on prend un traitement antibiotique, on le termine bien, on évite les petites prises répétées. Voilà, il y a des petits conseils comme ça. Et nous, on avait récupéré et fait des fiches qu'on donne aux patients. Donc, on vous mettra dans les outils. C'est des petits conseils. Donc là, c'est pour le médecin. Votre patient est porteur d'une BMR, donc sensibiliser le médecin à ce que c'est. Donc, vous verrez à droite, il y a écrit ne pas traiter une colonisation urinaire et ne pas prescrire de CBU sans signe fonctionnel urinaire. Et pour les patients aussi, c'est cette petite fiche qui dit j'ai une bactérie résistante. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? C'est de l'hygiène basico-basique. Je me lave les mains régulièrement. En ce moment, ils en entendent parler. Voilà, nettoyer les sanitaires régulièrement, etc. Donc, les messages clés, c'est ne pas traiter les colonisations, l'apparence des urines ne définit pas une infection, pas d'antibioprophylaxie au changement de sonde. Ça, c'est Bruno qui m'a sensibilisée. Donc non, quand on change la sonde urinaire, on ne donne pas de flash d'antibiotiques. Et s'il y a une infection urinaire sur sonde, donc symptomatique, il faut prévoir le changement de la sonde, puisque c'est du matériel et on sait que les bactéries, elles s'accrochent bien sur le matériel, donc il ne faut pas compter sur votre antibiotique, il faut changer la sonde après 48 heures d'antibiothérapie efficace. Et la difficulté sur sonde urinaire, c'est de respecter les règles de prélèvement, puisque avant, moi je l'ai vu faire, on ouvre le robinet, on met le pot dessous et puis on envoie ça au labo. Donc là, vous avez plein de, c'est une soupe, vous avez plein de bactéries, 10 puissance 4, 10 puissance 6, vous en avez 2, 3. Et après, c'est là qu'on commence c'est l'escalade, on commence à traiter, refaire des ECBU. Les germes deviennent de plus en plus résistants et là, ça devient très, très compliqué. Surtout qu'à un moment donné, il va devenir symptomatique, ce pauvre monsieur. Donc là, c'est un peu technique, c'est plus les infirmières qui le font que nous, mais il faut vraiment insister. Normalement, maintenant, les sondes urinaires, il y a un petit cathéter avec une petite fenêtre pour que ça soit une ponction pour prélever l'urine et c'est plus je récupère au robinet, quoi. Voilà. Voilà, merci Emilienne. Donc effectivement, avec Antoine Asquier, on avait souhaité aussi parler des EHPAD et Emilienne, qui intervient plus souvent que moi en EHPAD, qui a fait des formations aussi sur les soignants, vous a rappelé quelques règles de base de prise en charge de l'infection urinaire du sujet âgé, et notamment celui qui est sondé. On voit tous prescrit aussi par des correspondants spécialistes, le sachet de phosphomycine toutes les semaines pour le patient sondé chronique. Voilà, on va passer beaucoup de choses. Dans l'antibiorésistance, dans les principes, moins on reçoit d'antibiotiques, mieux c'est. Donc, si ça n'a pas d'intérêt, on n'en prescrit pas et on essaie de réduire, on le verra tout à l'heure aussi, les durées pour donner le moins possible d'antibiotiques. Et un autre outil très intéressant, on va le voir sur ce cas clinique, c'est ce qu'on appelle l'antibiogramme ciblé. On voit que nos laboratoires nous renvoient des antibiogrammes avec des pages d'antibiotiques qu'on lit même plus parce qu'on sait que de toute façon on ne va pas y avoir accès, que ça va nous servir à rien.
Donc je voulais vous parler de M. François, qui est un autre de mes patients, qui lui aussi a eu un problème de frisson et de tremblement depuis 2 nuits, sans fièvre, ce jour, dysurie, sans brûlure. Voilà, pour montrer aussi que la clinique des infections urinaires est des fois claire, des fois elle n'est pas claire. Ce patient, il n'avait pas de fièvre, mais je ne le sentais pas bien. Donc je lui ai quand même donné un traitement probabiliste, prescrit également, avant tout, le CBU et une numération. Et il avait une CRP, je crois, 200, 250. Il était donc redevable d'un traitement probabiliste. Et, pardon Emilienne, j'allais appuyer pour la suivante, mais c'est toi qui appuies. Voilà. Donc, je vous ai marqué ici, je vous ai repris l'antibiogramme de M. Bernard, qui était le précédent. Et vous voyez, il avait toute sa liste. Nous, sur le Narbonnais, on a maintenant la moitié des antibiogrammes rendus à l'ancienne, comme c'est à gauche, et un autre qui paraît simplissime, hein, dans lequel, finalement, vous avez que les antibiotiques qui vous servent dans l'infection urinaire masculine. Les deux C3G dont on a parlé. Pour nous, ça sera que la ceftriaxone. Les deux quinolones qui sont prévus en probabiliste, voire en traitement durable, et le triméthoprim sulfamide, le cotrimoxazole, qui est également un traitement de l'infection urinaire masculine, parce que très bonne diffusion, très bon spectre et bonne diffusion au niveau des voies urinaires masculines, notamment de la prostate. Donc ça, c'est un outil qui a montré son efficacité dans la prise en charge des infections urinaires et dans la réduction de l'antibiothérapie et dans surtout sa précision. Ça a été démontré dans la cystite à risque de complications, ça a été démontré dans l'infection urinaire masculine, ça a été démontré également dans la pyélonéphrite. Donc ça, si vos laboratoires vous rendent des antibiogrammes ciblés, c'est beaucoup mieux. Ça n'a qu'une condition, Emilienne, de la suivante, voilà, c'est que pour que l'antibiogramme soit ciblé, il faut que le biologiste connaisse le contexte clinique. Alors la Covid n'a pas permis, par exemple, dans le Narbonnais, d'accompagner la diffusion des antibiogrammes ciblés par les biologistes, mais ça aurait été intéressant de faire une formation commune, parce que là, finalement, le contexte clinique et les facteurs de risque sont relevés par le biologiste ou par l'infirmière, quand c'est une infirmière qui prélève. Il me semble que le mieux placé pour caractériser et argumenter la prescription, c'est le médecin traitant, c'est le prescripteur. Ça a deux avantages, c'est que ça nous oblige à faire ce travail qu'on vient de faire ce soir, de respecter la stratégie des infections urinaires. Dans quelle situation clinique je suis? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de complications? Moi, j'ai une ordonnance qui est celle que vous voyez là, que je fais comme ça, je coche, je décoche, et les gens partent avec cette prescription. Et si le laboratoire a mis en place un antibiogramme ciblé, il va me rendre des antibiogrammes de cystite à risque de complications, des antibiogrammes d'infection urinaire masculine, des antibiogrammes de pyélonéphrite selon le contexte dans lequel je me situe. Et ça nous évite de nous disperser sur des C3G orales, ça nous évite de nous disperser sur des germes qui ne sont pas efficaces, qui sont peut-être sensibles, comme l'a dit Emilienne. Il ne suffit pas de regarder si le germe est sensible, il faut savoir s'il est adapté à la situation clinique et s'il est efficace. Donc ça me paraît être un outil que je vous recommande d'adopter, c'est d'avoir une prescription argumentée en vue d'un antibiogramme ciblé. Si le laboratoire auquel vous vous adressez le pratique, je crois qu'avant la formation avec Antoine m'avait envoyé un état des lieux autour de Nantes, et je crois que c'était un peu comme dans le Narbonnais, c'était la moitié des laboratoires qui étaient équipés pour rendre un antibiogramme ciblé. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Antoine de ces antibiogrammes ciblés, si à l'hôpital ça se pratique aussi, ou si ça reste une situation pour l'instant que de la ville. On ne t'entend pas, Antoine, pardon. Micro, voilà, pardon, excusez-moi. Donc, pour l'instant, on ne les utilise pas pour les patients hospitalisés. Et c'est vrai que, par contre, ça commence à se développer
pour les laboratoires de ville. Effectivement, nous on a alors plutôt peut-être un tiers en Pays de la Loire et on a l'impression que pour l'instant, alors l'indication royale, c'est surtout donc effectivement les prélèvements d'urine et les Escherichia coli. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore exactement où ça en est. Je ne sais pas si c'est développé sur toutes les bactéries, notamment après les entérobactéries du groupe 2, du groupe 3, ou pour les autres, les bactéries autres que les entérobactéries. En tout cas, je pense qu'effectivement, ça commence à se faire de plus en plus sur Escherichia coli et sur les urines. Je ne sais pas si vous avez des antibiogrammes ciblés qui vous sont rendus pour d'autres bactéries que l'Escherichia coli. Alors tu m'interpelles, effectivement. Je n'ai pas revu. Je regarderai j'en parlerai avec le biologiste du groupe qui intervient sur Narbonne pour savoir s'ils le font sur d'autres germes que les Escherichia coli. Voilà, mais indépendamment même du germe qu'on va trouver, je pense que d'avoir structuré sa prescription, c'est déjà un préalable à une prise en charge adaptée en fonction. Alors après, on va le voir, il y a des outils qui nous aident à ne pas nous perdre dans ces logigrammes, notamment Antibioki qui reprend tout ça. Et quand on ne sait pas, on a même référent Grive qu'on est, on va toujours regarder Antibiotique avant une prescription pour retrouver, notamment quand on fait de la désescalade, quels sont les germes le plus adaptés à la cystite à risque de complications ou à la pyélonéphrite ou à l'infection urinaire masculine. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu en 2020 la SPILF et je ne sais pas ce que c'est le GPIP, mais la SPILF je connais, qui se sont réunis, qui ont pris un peu toutes les recommandations qui se font dans les pays européens, anglo-saxons, et qui ont essayé d'harmoniser les prises en charge. Donc ce qui change, c'est que les molécules ne changent pas, mais pour la cystite simple, c'est la phosphomycine trométamol qui reste en dose unique, mais par contre, le pivméthylinam est prescrit sur 3 jours au lieu de 5 jours. Pour l'antibiorésistance, toute réduction de durée est un progrès. On baisse les DDJ, on abaisse les durées de traitement, on le fait dans l'hépatopathie, on le fait dans l'otite. De plus en plus, on va sur des traitements courts. Le tout, c'est d'avoir la bonne dose de départ et d'avoir donc des molécules adaptées. Moins fréquent, mais il y a aussi une durée qui a diminué sur la cystite aiguë sur sonde urinaire. Et sur la cystite à risque de complications ou associée aux soins, on n'a pas trop développé le sujet, mais la cystite à risque de complications, c'est quand même quelque chose qui nous est fréquent. Lorsqu'on utilise le triméthoprim sulfaméthoxazole, 5 jours suffisent. C'est 7 jours pour les autres molécules, sauf les fluoroquinolones qui sont contre-indiqués dans la cystite à risque de complications. Enfin, pas contre-indiqués, mais peu indiqués, pas indiqués, puisqu'on les réserve pour les infections urinaires masculines et les pyélonéphrites. Donc la suivante, Emilienne. Voilà, donc pour les pyélonéphrites aigus non compliqués, c'est bêta-lactamine injectable ou fluoroquinolone 7 jours. Les autres antibiotiques, c'est 10 jours. Et pour la pyélonéphrite aiguë grave ou à risque de complications, c'est 10 jours, quelle que soit la molécule. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'infection urinaire masculine, qui est un tableau de prostatite, c'est-à-dire avec fièvre, douleur, on ne l'a pas abordé, mais on ne fait pas de PSA, on ne fait pas d'exploration en phase aiguë, on voit après. C'est 14 jours quand il y a un état fébrile qui accompagne l'infection urinaire masculine. Dans les formes polysymptomatiques, on appelle maintenant cystitis-like, la cystite en fait masculine, c'est 7 jours suffisent, ce n'est pas la peine de donner 14 jours de traitement, c'est déjà 7 jours de moins, c'est toujours ça de prix. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre diaporama. Donc, en conclusion, pour l'efficacité et la lutte contre l'antibiorescence dans les infections urinaires, on n'a quasiment que le bon usage du soin. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux dans les SBU, les faire à bon escient. Donc, pas de CBU dans les cystites simples, pas de CBU de contrôle. Il faut que, si possible, que cette CBU précise le contexte clinique et les facteurs de risque, à la fois pour notre raisonnement et pour permettre d'avoir un antibiogramme ciblé si cela est possible. Il faut, si possible, prescrire sur une analyse documentée quand le contexte clinique le permet.
si c'est post-symptomatique, on le fait. Il y a un contexte qui ne permet pas d'attendre, c'est la pyélonéphrite aiguë, qui est une urgence infectieuse, sur lequel, là, on prescrit toujours en probabiliste. Mais dans la cystite à risque de complications et dans l'infection urinaire masculine, il y a des situations où on peut attendre la documentation. Et c'est toujours de la C3G, de la quinolone à éviter. Et si on a fait un traitement probabiliste, notamment en base de quinolone et de C3G, on fait, comme vous l'a expliqué Emilienne, une réévaluation en prédocumentation pour désescalader. Et on abandonne donc tout ce qui est quinolone et C3G dans les cystites, quel que soit. Et on essaye, ça fait partie également de notre travail de médecin traitant, de tenir à jour nos dossiers pour savoir à quel moment on a prescrit des quinolones. Alors, ce n'est pas toujours nous qui les avons prescrits, ils ont pu aller à l'hôpital, ils ont pu avoir une consultation spécialisée dans laquelle ils ont eu une prescription de quinolone. On est quand même en droit de rechercher cette prescription dans les 6 mois. Une quinolone, ça reste 42 jours dans un tube digestif, donc ça a largement le temps d'impacter le microbiote. Et plus on écarte ces prescriptions, et c'est vrai que le sujet âgé qui peut avoir des infections urinaires pulmonaires, on peut être amené à prescrire ces molécules plus souvent. Si éventuellement on ne fait pas une désescalade dans une pyélonéphrite aiguë du sujet jeune, c'est moins grave que chez un sujet âgé, mais autant également ajuster notre traitement. Emilienne, je crois qu'on a terminé. On voulait juste terminer pour vous dire que nous, on fait comme vous. Hein. Donc, on vous remercie de votre attention, même si on a été un peu plus long que prévu. Juste fait défiler, Emilienne, le début des outils. Voilà, Antibio-Clic, je pense que c'est un outil qui est devenu incontournable. J'ai fait, en tant que directeur de thèse, avec une interne, une thèse sur l'usage d'antibiotiques. Même les médecins qui utilisent l'antibiotique, on s'aperçoit qu'ils ne l'utilisent pas, je dirais, dans toute sa puissance. Il y a cette capacité d'avoir rapidement, ce qu'on peut dire, la solution de la prescription qu'on doit avoir. Il y a tout un texte auparavant sur la stratégie, sur les facteurs de risque, sur les facteurs de gravité. Et toujours en bas de page, la recommandation. Et ce n'est pas inutile de temps en temps de relire la recommandation longue. Nous, on a, Grive, fait une fiche mémo qui est une synthèse en fait de tout ce que vous trouvez dans l'Antibio-Clic. Le seul avantage, c'est de l'avoir en une seule page recto-verso, à la fois la stratégie et les prescriptions qui permettent, si vous êtes de garde, si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas forcément accès à votre smartphone ou à Antibio-Clic, qui vous permet d'avoir une idée de ce qui se fait en probabiliste et en ajustement. Alors, quand vous prenez Antibio-Clic, je termine là-dessus parce que ça me paraît important et c'est tout à fait dans ce qu'on a essayé de développer toute cette soirée. Quand vous prenez Antibio-Clic, vous avez premier choix, deuxième choix, troisième choix et ainsi de suite, notamment comme dans la pyélonéphrite. C'est en tenant compte de l'efficacité et de l'impact sur le microbiote. En général, les plus impactants sont vers la fin, les moins impactants sont au début, et c'est important de s'en tenir au premier choix, et on voit que même en cas de risque de complications, on peut traiter une pyélonéphrite avec de l'amoxicilline, et c'est toujours 7 jours de moins de quinolone ou 7 jours de moins de C3G. Voilà, je ne sais pas si Antoine, on a répondu, si tu as d'autres questions qui sont arrivées. Alors, je ne sais pas, on s'est posé la question avant que tu arrives, est-ce que les participants pourront avoir accès au diaporama si on veut, s'ils veulent le télécharger? Oui, alors en fait, après, le diaporama sera disponible en vidéo directement sur la chaîne YouTube de Primo, donc il sera disponible après en diffusion dans quelques jours normalement. Alors après, je ne sais pas si les gens veulent avoir directement le diaporama sous format PowerPoint, on pourra éventuellement leur envoyer si vous êtes d'accord. Oui, non, pour les fiches outils, ça peut être pratique. Oui. Ouais. Voilà, il est libre de droit. Alors, même si le financement de Grive est terminé, le site fonctionne encore, donc vous pouvez aller sur le site de Grive Occitanie, sur lequel vous pouvez accéder à de la documentation. Il y a des outils comme ceux qu'on a développés ce soir, les fiches mémo ou d'autres, et également qui abordent d'autres sujets, puisque
on est dans une année de décision d'antibiotiques un peu particulière, puisque on prend très peu de décisions d'antibiotiques finalement par rapport aux autres années. Et c'est bien peut-être aussi d'aller réviser les infections respiratoires basses et autres, parce que quand elles vont revenir, c'est là où on va devoir retrouver notre éco-vigilance et d'être responsable en prévention des prescriptions inutiles, qui sont plus compliquées dans les infections basses et hautes respiratoires. Après, avec le coronavirus, je crois quand même que les gens auront appris les mesures barrières et qu'il n'y avait pas de traitement spécifique. C'est une virose ORL et finalement, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de traitement. Donc ça pourra au contraire, je pense, nous servir d'appui assez facilement. Voilà, il y a eu quand même M. Véran qui, tout à l'heure, après M. Castex, a décliné toutes les prises en charge de la Covid et a bien rappelé que les gens recevraient des antibiotiques pour éviter les complications infectieuses. Donc, il y a encore du travail à faire. Oui, M. Véran. Alors que maintenant, la première vague nous a démontré qu'il y avait peu de surinfection. Hein, je pense qu'Antoine le confirmera. Qu'on n'a pas besoin d'antibiotiques, ni d'azithromycine, ni d'autres dans la prise en charge de la Covid dans la phase non compliquée. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce diaporama. Je trouvais de grande qualité là qui a fait un bon tour d'horizon sur les infections urinaires. Et puis donc, on avait reçu déjà quelques questions en amont du webinaire, et puis on en a eu encore quelques-unes. Alors, je propose peut-être qu'on sélectionne quelques questions, histoire de pas trop retarder les gens qui ont des choses à faire chez eux. Mais pour les autres questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas le temps de répondre, on pourra le faire directement par mail après, au cours des prochains jours. Alors, on avait eu notamment des questions sur les règles hygiéno-diététiques pour les cystites à répétition. En pratique, on a l'impression que peut-être que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font. Je pense que il y a plusieurs types de conseils et tout le monde faisait peut-être pas pareil. Comment est-ce que qu'est-ce que vous proposez vous et comment est-ce que vous hiérarchisez un peu les conseils pour éviter les récidives? Emilienne ? Alors, les conseils pour éviter les récidives, il y a les conseils généraux avec la miction. Alors, moi, je leur explique qu'une cystite, je compare à l'infection urinaire à une flaque d'eau. Et je leur dis que le corps, c'est 37 degrés. Donc, c'est une flaque d'eau qui croupit au soleil à 37 degrés. Que si cette flaque d'eau, toutes les 3-4 heures, je passe un coup de Karcher et la raclette, l'eau restera propre. Et que si je laisse l'eau croupir plus longtemps au soleil, ou s'il y a très peu d'eau, les bactéries vont pulluler et l'eau sera sale. Et voilà. Donc, je ne sais pas si, je crois que ça leur parle. Donc, je leur dis d'où l'intérêt de boire suffisamment, mais aussi d'aller aux toilettes régulièrement. Si vous vous retenez pendant des heures, et alors j'ai beaucoup d'infirmières, etc., qui font 12 heures et qui vont aux toilettes, elles ont des vessies, je pense, de compétition. Donc je leur dis, si vous buvez mais que vous n'y allez pas, bon ben voilà. Donc de bien s'hydrater et aussi d'aller aux toilettes, les deux. Il y a la miction post-coïtale dans les cystites du coït. Il y a beaucoup chez la femme ménopausée, hein, c'est le deuxième pic, hein, il y a la jeune femme et puis la femme ménopausée. Donc je pose souvent la question de la sécheresse vaginale, plus ou moins je fais un examen, moi je fais de la gynéco, donc souvent ça me permet aussi, j'hésite pas à faire un examen gynéco. Alors souvent elles ont une sécheresse quand on leur pose la question, d'autres elles n'en ont pas vraiment conscience, mais je pense quand même qu'on arrive à éviter beaucoup de cystites chez les femmes ménopausées avec l'hydratation vaginale. Alors, avec les œstrogènes, mais déjà simplement avec de l'acide hyaluronique, en fait. Alors, c'est pas remboursé à la différence de l'œstrogène, mais je leur explique, et ça parle aux dames, hein, que comme elles doivent hydrater leur visage, ah bah oui, j'ai la peau sèche, bah oui, notamment depuis la ménopause encore plus, et ben il faut hydrater son vagin. Et je sais pas, je crois que ça marche bien. Et quoi d'autre ? Je crois que c'est mes grands axes. Alors, comme on le disait en préalable, voilà, finalement, on a
on n'est pas non plus inondé de cystites récidivantes. Hein. Et les conseils des gynécodiététiques, tout ce qui peut éviter une prescription d'antibiotiques, c'est une bonne chose. L'hydratation, alors j'avais relu un peu prescrire hier soir, l'hydratation, ça réduit 1 à 2 épisodes par an quand même, donc c'est pas négligeable. Voilà, les mictions donc non retenues, aller aux toilettes quand on a besoin. Le canneberge, c'est pas si voilà, on en trouve en pharmacie, si on y va, on va vous donner du canneberge. Finalement, si on regarde l'étude, c'est très 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 peu efficace, même dans les préventions. Ça évite une infection urinaire pour 20 femmes traitées. Voilà, c'est pas terrible. Et finalement, la principale étude d'efficacité du canneberge a été faite par le fabricant lui-même, donc peut-être suspecte un peu. Et j'ai découvert donc d'en prescrire le démanose, qui est un sucre qui est un sucre que aiment bien les colibacilles pour se fixer sur la paroi. Et l'idée, c'était de saturer les urines en démanose pour que le colibacille aille sur le démanose libre et pas sur le démanose de la cystite. Ça, par contre, ça a fait ses preuves, aussi efficace sur 6 mois qu'une gélule de furadentine en prise quotidienne. Donc ça a l'air plus intéressant si on a des femmes qui ont vraiment des cystites récidivantes réfractaires au conseil hygiéno-diététique, plutôt que le canneberge, peut-être le démanose. Alors ça n'existe pas, c'est pas considéré comme médicament en France, c'est soit un dispositif médical, donc ça c'est des démanoses pures, c'est le fémanose, et puis vous avez des démanoses mélangées avec du canneberge dans 6 contrôles forts, des choses comme ça, cette fois en complément alimentaire, type arcogélule. Voilà. Donc ce que j'ai découvert hier sur Prescrire, c'est le démanose. Alors, juste pour les cystites à répétition de la femme ménopausée, justement, moi, des fois, je prescris un ECBU. Alors pour voir la bactérie en cause, mais aussi des fois pour débusquer justement des fausses cystites, hein, qui sont en fait elles ont des signes pas très francs, mais qui traînent, pseudo-améliorés avec l'antibiotique, de la cystite, enfin, et puis elles reviennent régulièrement. Vous avez une sécheresse, elles sont pas très convaincues. Au final, je fais un ECBU et régulièrement, ça arrive qu'il soit stérile. Et donc, à ce moment-là, elles ne comprennent pas. Et je leur dis, bah, moi, je comprends que voilà, il va falloir qu'on s'occupe réellement de ce problème de sécheresse vaginale parce que je pense que ça vient de là. Et bien sûr, on n'a pas parlé de la constipation, mais oui, s'il y a une constipation, il faut mettre aussi le doigt dessus. Hein. Il ne faut pas seulement demander aux patients s'ils sont constipés. Hein. Il faut vraiment leur montrer. Moi, je leur montre sur Internet. Là, vous avez la constipation avec des dessins. Et vous leur dites, bah, vous êtes où, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah voilà, s'ils font des boulettes, on n'est pas des biquettes, donc non, c'est pas normal. Mais il y a des gens, pour eux, être constipé, c'est aller aux toilettes que tous les 3, 4 jours. Ben non, on peut aller aux toilettes tous les jours et être constipé. Donc oui, il faut reprendre la constipation, on n'en a pas parlé, mais c'est un facteur aussi de cystite. Voilà. Antoine, tu voulais répondre à autre chose. Il y avait une question dans ce préalable, c'était effectivement il y a des cystites qui guérissent spontanément. 50% peuvent guérir spontanément. Par contre, parfois longuement et douloureusement pour les femmes. Donc, l'antibiothérapie raccourcit quand même les symptômes. Et je crois qu'on nous avait aussi demandé en préalable de... Oui, est-ce qu'on peut donner sur les femmes qui font des cystites récidivantes de la phosphomycine de façon répétée? Il est plutôt conseillé d'alterner phosphomycine et pivmécilinam quand il y a des épisodes répétés d'infection urinaire et pas toujours utiliser le même antibiotique, même s'ils sont peu sensibles à l'apparition de résistance. Merci beaucoup. Alors sinon, on a reçu d'autres questions, mais c'est vrai que je pense que vous y avez en fait déjà répondu dans le cadre de votre topo. Alors ce qui restait comme question, c'était des choses un petit peu plus pratiques sur les infections urinaires, et notamment chez l'homme, à des germes atypiques, notamment les entérocoques ou le staphylocoque. Alors peut-être je peux essayer de répondre à ça.
Alors, les infections urinaires de l'homme à Staphylococcus aureus, ça peut arriver dans des contextes nosocomiaux. Alors, la première chose, je pense, le message principal, c'est qu'il faut vraiment se méfier de la bactériémie à Staphylococcus aureus qui peut souvent, qui entraîne une bactériurie à Staphylococcus aureus. Donc, se méfier vraiment de ça chez les patients qui sont fébriles, qui sont pas bien, pour lesquels vous retrouvez du staph dans les urines, faire des hémocultures et puis après l'hospitaliser et proposer une prise en charge spécialisée s'il y a vraiment une bactériémie à Staph aureus. Mais sinon, pour les patients qui ont une infection urinaire de l'homme à Staph aureus, alors donc ça peut arriver s'il y a eu un geste urologique récent notamment. Là, ce qu'on proposerait, ce serait potentiellement du Bactrim. Si c'est résistant au Bactrim, c'est pas très simple. On aurait un peu du mal à se dire qu'on mettrait des quinolones seuls ou de la Rifan seul. Alors, éventuellement faire une bithérapie. Et puis sinon, il y a certaines équipes américaines qui proposent de faire soit des macrolides, soit de la doxycycline. Mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait en pratique en France. Et puis, il y avait eu des questions aussi sur les infections urinaires de l'homme à entérocoque. Alors là, c'est vrai que c'est pas facile. C'est compliqué de proposer une attitude standardisée. Puisque l'entérocoque, effectivement, n'est pas évoqué dans les recos communautaires pour les infections urinaires de 2018. Et c'est vrai qu'il y a peu de données. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est de différencier l'entérocoque fécalis, qui est pratiquement tout le temps sensible à l'amoxicilline, de l'entérocoque faecium et les autres non fécalis, qui, eux, sont très souvent résistants à l'amoxicilline. Alors, l'entérocoque fécalis, si on regarde les molécules qu'on peut utiliser pour les prostatites, il y a donc C3G, Bactrim, fluoroquinolone. Donc C3G, de toute façon, c'est naturellement résistant. Bactrim, c'est soit rendu intermédiaire ou résistant, mais on ne l'utilise pas. Et quinolone, notamment la lévofloxacine, est parfois rendu sensible. Alors ça pourrait être une des solutions, on va y revenir. Et sinon, l'autre solution, c'est l'amoxicilline à forte dose. Alors vous allez me dire, ça casse un peu tous les messages qu'on a passés jusque-là, avec notamment le fait qu'on ne pouvait pas utiliser l'amox augmentin chez l'homme à cause des problèmes de diffusion. Alors en fait, c'est vrai, l'amoxicilline, c'est une bêta-lactamine, donc comme beaucoup de bêta-lactamine, elle nécessite des concentrations plasmatiques élevées pour avoir une bonne diffusion tissulaire. Et en fait, si on décidait de traiter toutes ces prostatites avec une bactérie Amox S en IV à forte dose, finalement, ça passerait. Mais déjà, ça c'est valable que pour l'amoxicilline parce que l'acide clavulanique, lui, ne passe pas du tout dans la prostate. Et puis, en fait, la majorité des patients sont ambulatoires et l'amoxicilline perros, ça n'a pas une très très bonne biodisponibilité. Mais l'avantage du fécalis, c'est qu'il a des CMI basses à l'amoxicilline, donc il est très sensible et c'est pas forcément choquant de traiter perros avec de fortes doses sans dépasser 2 grammes 3 fois par jour, puisqu'au-dessus, on sait que on ne va pas en fait augmenter la diffusion tissulaire. Donc, comment choisir entre les quinolones et l'amox forte dose? On a quelque chose dans les recommandations de la SPIC de 2015 sur les infections urinaires associées aux soins. Alors, eux, ils proposent plutôt l'amoxicilline et ils disent qu'il n'y a pas assez de données pour la lévofloxacine. Mais voilà, c'est vrai que pour l'amoxicilline, chez l'obèse, on va vraiment être en difficulté pour les formes perros. Et les quinolones, c'est vrai qu'elles sont parfois utilisées. Il y a certaines équipes, notamment américaines, qui proposent de l'utiliser en deuxième intention après l'amox intraveineuse. Et puis, il y a eu une petite étude sur les prostatites chroniques traitées par quinolone qui montre que finalement, le groupe Enterococcus faecalis n'a pas un taux d'échec si catastrophique par rapport aux autres bactéries. Donc voilà, en pratique, c'est deux options qui sont à peser et à discuter, je pense, avec vos infectiologues de proximité. Et puis, pour l'entérocoque faecium, donc là, qui est très fréquemment résistant à l'amox, de l'ordre de 75-80%, donc, globalement, on ne peut pas utiliser l'amoxicilline. Les quinolones, c'est très compliqué. Souvent, les CMI sont plus hautes et puis on n'est vraiment pas très à l'aise pour les utiliser. Alors, une solution en ambulatoire qui peut être proposée, c'est le linezolide 600 mg 2 fois par jour en perros parce que ça marche pour les entérocoques faecium et ça a une très bonne diffusion prostatique. Mais le seul problème, c'est que ça a une prescription hospitalière. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut que ce soit un coup de fil à un médecin hospitalier, qu'il y ait une prescription du médecin hospitalier et qu'après, le patient vienne le récupérer en pharmacie du CH le plus proche de chez lui. Donc, c'est pas forcément très pratique, mais ça peut rendre quand même des solutions pour les gens qui sont ambulatoires et qui vont bien. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on avait sinon comme question. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter, Emilienne ou Bruno. Non, je crois que pour moi, c'est bon.
Ok, super. Bon, bah Non, écoutez, non, très bien. C'est difficile d'être. Si on est exhaustif, c'est très très long parce qu'il y a beaucoup d'autres situations à aborder. Je pense qu'on a voulu rester sur les situations les plus courantes en médecine générale, les cystites simples à risque de complications, les infections urinaires masculines et puis parfois les pyélonéphrite. Et j'espère que le diaporama et l'exposé aura permis aux participants d'avoir les idées claires pour la prise en charge des infections urinaires. ok, super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à Emilienne et Bruno. Merci beaucoup aux internautes qui se sont connectés et merci pour leurs questions. Il y aura probablement d'autres webinaires à venir. On va essayer d'en organiser toujours environ 2 par an, peut-être le prochain à la rentrée. Donc, on vous dit à bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoine. Puis Bonsoir. merci la régie.